Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier atelier focus de la matinée dont le thème est le suivant, convertir et optimiser votre flotte, le pied au plancher. J'espère que ce titre vous fait réagir. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde trois participants que sont les suivants. Donc Philippe Givonne, PDG de Jackie Perreno, Clément Chandon, responsable des gammes motorisation alternative chez Iveco France, et Yann Tréméac, chef de service adjoint transport et mobilité à l'ADEME. Donc merci à tous de participer à cette table ronde. Juste un petit point d'organisation avant d'attaquer. Donc effectivement, Anne Guérin l'a rappelé, nous n'avons pas la possibilité de prendre vos questions en live. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez évidemment réagir et poser vos questions sur le chat et nous prendrons soin d'y répondre évidemment juste après cette session. Alors pourquoi je disais que ce thème risque de vous faire réagir? Parce que le titre semble provocateur. Pied au plancher pour une conversion de flotte, c'est évidemment pas si facile. Il est toujours question d'usage, il est toujours question d'infrastructure, évidemment. Donc, nous allons parler de tout cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même accélérer pour une raison que nous partageons tous, c'est celle évidemment des émissions de gaz à effet de serre de la filière transport, responsable de 30% de ces derniers. Ça, vous le connaissez par cœur, vous l'entendez tous les jours par vos donneurs d'ordre notamment. Mais il y a d'autres enjeux qui sont peut-être plus individuels et que nous allons pouvoir détailler pendant cette table ronde. Des enjeux et peut-être même des intérêts. Donc voilà, je laisserai notamment Philippe Givonne en témoigner. Donc deux grandes sessions, on repose un petit peu les enjeux et on va attaquer par ça d'ailleurs. On va attaquer par le premier qui est celui de l'angle d'analyse, qui sera le fil rouge d'ailleurs de cet atelier focus. L'angle d'analyse, c'est celui du berceau à la tombe. Et là, Clément, est-ce que vous pourriez nous éclairer, nous définir cette approche, cette notion avec l'exemple du biogaz? Oui, très volontiers. Merci Marie-Claire. En fait, l'analyse en cycle de vie, c'est ce qui se passe de la création du produit, donc on va dire du berceau, jusqu'à sa destruction à la tombe. Et donc, on va prendre en compte les émissions de CO2 tout au long de ce cycle de vie. Produire, ça émet du CO2, et ça en émet plus ou moins suivant là où on produit. En France, on a la chance d'avoir une électricité, par exemple, très faiblement carbonée. On est parmi les meilleurs au monde. Donc, ce qui fait que quand on produit en France, on émet moins de CO2, par exemple, que quand on produit en Chine. Ensuite, il y a l'utilisation. L'utilisation, c'est ce qui se passe quand on a mis du carburant dans un réservoir et qu'on va le brûler dans un moteur, mais c'est aussi tout ce qui se passe avant. Et là, on va parler d'émissions de CO2 du puits à la roue. Et pourquoi c'est important? Parce que si on ne regarde pas la totalité, la dernière phase étant le recyclage, on va se tromper de manière importante sur les résultats. Et c'est malheureusement ce que fait l'Europe aujourd'hui. L'Europe regarde ce qui se passe du réservoir à la roue et ne tient pas compte ni du cycle de vie du véhicule, ni du cycle de vie du carburant, ce qui peut induire des aberrations. On peut avoir un véhicule déclaré zéro émission de CO2 qui en fait est aussi émissif, voire plus émissif qu'un véhicule diesel qu'il remplace. Et ça va dépendre dans quel pays on se trouve, mais dans certains cas, ça peut être aussi la France, par exemple. L'hydrogène aujourd'hui, dans lequel on va et dont on espère être un des leaders, peut être une énergie très bas carbone, hydrogène vert renouvelable. Mais si je ne fais pas attention et que je prends un hydrogène carboné, je me retrouve avec 5% d'émissions de CO2 en plus que si j'étais resté avec mon véhicule diesel. Donc c'est ça, c'est prendre le bon paramètre pour être sûr d'arriver à un résultat qui ne soit pas attaquable et qui soit bon pour l'environnement. Et justement, sur les motorisations GNV, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence en termes d'émissions entre un GNV biosourcé et un GNV non biosourcé? Alors quand on a du gaz naturel, donc on est allé le prendre dans le sous-sol, donc on a sorti du carbone du sous-sol, on l'a émis dans l'atmosphère, donc on émet du CO2. Ça reste un carburant fossile intéressant puisque quand je fais ça, je vais réduire mes émissions de CO2 de 10% par rapport à un camion diesel, parfois même 15%. Mais si par contre mon GNV vient de l'agriculture, où là j'ai traité des déchets, donc ça c'est extrêmement intéressant, j'utilise pas une ressource neuve, mais je vais recycler et valoriser des déchets. Donc ils ont plus de valeur qu'ils n'en avaient au début, et le CO2 qu'ils contiennent vient de l'atmosphère à une échelle courte.
Donc là, le CO2 qu'il contient retourne à l'atmosphère et ça au zéro. J'ai quand même consommé un peu d'énergie, donc je ne suis pas tout à fait zéro en CO2. Mais j'ai également créé un puits de carbone. Ce qui est extrêmement unique dans cette technologie, c'est qu'une partie du CO2 qui était dans ma plante, du carbone qui était dans ma plante, en fait, je l'ai rendu à la terre, je l'ai enfoui. Et donc j'atteins des bilans carbone qui, dans le monde agricole, sont très proches de zéro, voire parfois même négatifs. Donc on arrive à quelque chose qui paraît incroyable, mais c'est vrai. Plus je roule, moins il y a d'effet de serre. Donc c'est une très belle solution qui est disponible aujourd'hui sur un très grand nombre de véhicules. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs cette solution que vous avez mis en œuvre, monsieur Givonne, il y a maintenant une dizaine d'années. C'est sur cette histoire-là que vous avez signé pour vos premiers tracteurs GNV. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Il y a 10 ans, les motorisations venaient d'arriver sur le marché. C'était quoi votre élément déclencheur pour vous lancer sur cette conversion de flotte? C'était même pour qui et c'était pourquoi? Donc merci Marie-Claire. Alors, pourquoi moi aujourd'hui je suis un des leaders français du transport de la grande distribution, plutôt activité aval, c'est-à-dire entrepôt, magasin. Et on voyait déjà une tendance sur la disparition du modèle hyper et sur une accélération du modèle proximité, livraison en centre-ville, en zone urbaine, de différents magasins avec des contraintes de plus en plus fortes. Et je cherchais une solution qui puisse répondre déjà à la première nuisance, qui est la nuisance sonore, pour le commun des mortels, mais aussi à la nuisance atmosphérique. Et Clément est venu me voir par hasard pour me proposer une solution. Et quand il m'a proposé la solution du bio, et j'insiste, moi effectivement je suis un fervent défenseur du biométhane, c'est-à-dire je vulgarise et je simplifie au maximum, mais je roule avec mes déchets, j'ai dit là on a une histoire à raconter. Et j'ai proposé cette solution à un de mes clients qui est Carrefour à l'époque, en lui disant bah, écoute, on va essayer de créer une filiale, un écosystème. Je vais aller récupérer tes déchets organiques dans les magasins, les emmener dans une usine de méthanisation. À partir de là, créer de l'énergie et cette énergie va me permettre de rouler. Et là, bon, voilà, je suis en circuit fermé, c'est vertueux. On est sur quelque chose qui n'est pas délocalisable. Et pareil, avec une pertinence économique et opérationnelle. Parce que la transition énergétique n'a de sens que s'il y a déjà une pertinence opérationnelle, c'est-à-dire si vos équipes ne sont pas sous contrainte, en interne comme en externe, et ensuite, bien entendu, une pertinence économique. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus apporté dans cette décision, c'est l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai décidé de partager les risques. C'est-à-dire que cette filiale n'existait pas, il y avait des problèmes d'avitaillement. On s'est mis autour de la table, le constructeur, l'énergicien, le client et moi-même pour trouver des solutions. Et on a créé, je répète, un écosystème qui a plutôt bien fonctionné puisque maintenant Carrefour a plus de 200 véhicules au gaz. Et à partir de là, on a pu développer cette filiale. L'autre élément induit que je n'avais pas du tout anticipé, c'est le côté très fédérateur auprès de mes équipes en interne. Ça m'a permis aujourd'hui de changer un petit peu l'image du transporteur. On fait partie d'une profession où on a un déficit d'image très marqué. Et là, de proposer des solutions alternatives qui fonctionnent, qui sont pertinentes, a permis en interne, je répète, de fédérer les équipes, d'attirer des talents et j'espère de changer un peu l'image du transporteur. Donc on a été disruptif, mais ça a été une vraie aventure humaine. Ouais. L'autre phénomène, c'est effectivement aussi une adhésion de mes clients qui m'ont suivi dans cette aventure, je répète, en partageant les risques et en mettant un peu tout sur la table. Voilà. Ça nous a permis de trouver une solution ensemble. D'accord, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, la notion de cordée est extrêmement forte, la cordée avec vos partenaires externes. Et aussi en interne, ça fait partie des questions que j'avais envie de vous poser il y a 10 ans. Mais vous y avez déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il a fallu mettre en place une conduite du changement en interne pour l'acceptabilité de ces nouvelles motorisations pour les conducteurs ou pas? Racontez-nous. Alors non, pas ou pas. Non, il a fallu bien entendu qu'on accompagne un petit peu ce changement. Le meilleur exemple, c'est qu'au départ, ces véhicules, alors ça va être un peu technique, mais enfin technique, faisaient que 330 chevaux
alors que l'ensemble de notre flotte était entre 450 et 500 chevaux. Donc le conducteur, quand on lui a proposé les premiers tracteurs, a dit bah, je suis puni. Pourquoi j'ai un véhicule aussi peu puissant? Et on lui a expliqué que aujourd'hui, c'était le véhicule qui coûtait le plus cher de la flotte, qu'aujourd'hui, grâce à ce véhicule, il faisait un geste pour la planète, pour ses enfants, ses petits-enfants, même si ça fait lieu commun, on se rend compte que c'est quand même transgénérationnel et que les gens adhèrent quand vous expliquez. Et finalement, il y a bien entendu des écueils, hein. Une nouvelle technologie, on a rencontré quelques difficultés, mais qu'on a su ensemble gommer, et les gens ont adhéré. Et j'ai eu aucun rejet par rapport à ça. C'était un peu plus compliqué, pareil au niveau des points d'avitaillement, de l'entretien, mais c'est pas grave. Capitalisons sur ce qui marche. Voilà. Et ça a marché. Et je répète, nos clients étaient capables de nous accompagner. Ça a été un vrai créateur de valeur au sens large dans l'entreprise. Bah justement, c'est un peu mon ultime question, c'est vous avez eu de réelles retombées économiques sur cette conversion, grâce à cette conversion? Oui, alors ça m'a permis de fidéliser mes clients, ça m'a permis l'effet pionnier innovant de capitaliser et de prendre des parts de marché supplémentaires. Ça m'a permis d'avoir un regard différent de mon entreprise. Et aujourd'hui, on est reconnu pour être un transporteur innovant. Et on a inversé un peu les rôles, c'est-à-dire que c'est les clients qui m'appellent maintenant me disant « j'ai une problématique, est-ce qu'on peut monter une solution ensemble ?» Donc, il ne faut pas être dogmatique, hein. Moi, je crois beaucoup au biogaz. Il y aura sans doute de nouvelles énergies, l'électrique qu'on est en train de tester, l'hydrogène, bon, qui pour moi encore pas mature. Mais le biogaz aujourd'hui, pour moi, c'est sans doute la meilleure solution. Moi, j'ai une formation de gestion, donc je ne suis pas ingénieur. Ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui permet à mon entreprise de créer de la valeur, que mes salariés puissent s'épanouir et en même temps que mes clients continuent à m'accompagner. Cette solution est pour moi la solution la plus facile à mettre en place et la plus simple. Voilà. Très clair. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, là, je vais m'adresser à vous, Yann. Philippe a lâché le mot. Il y avait un effet pionnier dans tout ça. Moi, j'ai quand même envie de poser la question. Est-ce qu'il y a une voie un petit peu moins difficile que cette face nord, hein, parce que, étant pionnier, forcément, les enjeux sont considérables. Donc, j'aimerais bien qu'on parle des voies plus accessibles, des alternatives, peut-être pas forcément tout de suite sur la conversion, mais au moins sur l'optimisation des flottes. Je pense notamment à l'éco-conduite. J'ai lu qu'elle pouvait générer des économies de carburant jusqu'à 10%. Je pense notamment au bridage des moteurs à 80 km/h. Alors, on va se poser les questions de l'acceptabilité, évidemment, mais la réduction de la consommation de carburant est aussi un enjeu, peut-être un premier pas. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Est-ce que vous pouvez dire aux patrons de PME comment ils peuvent attaquer ces voies-là? Oui, bonjour, tout à fait. Alors déjà, il faudra toujours des pionniers, hein, que féliciter les pionniers qui avancent. Il y en aura toujours, ils essuieront les plates, mais c'est majeur, c'est important pour toute la filière. Juste avant de répondre à votre question, je veux juste revenir sur un point. Je pense qu'il y a beaucoup et de plus en plus, et il y en aura certainement encore, des technologies, des carburants alternatifs qu'on voit apparaître sur le marché. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il n'y a pas de technologie miracle qui marchera, qui sera adaptée à toutes les pratiques. En fait, il y aura vraiment une technologie ou des technologies à mettre en face des usages. Donc ça, c'est le premier point. On parle du gaz, du biogaz, du GNL, du GNC, de l'électrique, de l'hydrogène. Voilà. Donc vraiment, pouvoir mettre en face d'une technologie, finalement, des usages pour bien choisir. Même avec ça, c'est toujours compliqué pour un entrepreneur de choisir quelle typologie de carburant alternatif il va utiliser, à quoi comment sa flotte va en être composée. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on travaille avec les acteurs, nous à l'ADEME, pour élaborer un outil d'aide à la décision environnementale et TCO, pour justement accompagner la prise de décision sur le changement de carburant alternatif. C'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de la fabrique de logistique, donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller chercher sur Google ce que c'est. Et
pourquoi pas nous rejoindre, c'est gratuit, c'est ouvert. Alors, effectivement, les technologies, c'est une chose. Alors, dans une approche ACV, je pense que c'est tout à fait juste ce que disait le premier intervenant. C'est tout à fait pertinent d'avoir cette approche globale du cycle de vie. Mais la technologie, elle ne fait pas tout. L'évolution des pratiques, elle est fondamentale. Les changements de comportement. Alors, vous parliez de l'éco-conduite. Oui, effectivement, l'éco-conduite. Alors, maintenant, je pense que c'est de plus en plus rentré dans les mœurs. Hein. D'ailleurs, nous, on en parlait il y a quoi? Il y a 15 ans, il y a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Ça restait peut-être un petit peu nouveau. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises du transport qui utilisent l'éco-conduite. Tant et si bien d'ailleurs que des challenges d'éco-conduite apparaissent au sein des entreprises, ce qui est vraiment une chose super. On n'est plus le meilleur conducteur, mais le meilleur éco-conducteur, donc ça c'est top. Les changements de pratiques, c'est aussi la mutualisation, c'est aussi l'optimisation, mais encore plus profondément que ça, et je pense que Monsieur Perreno en parlait, Johan, pardon. La coopération entre les acteurs de la chaîne permettra des leviers majeurs, et donc la coopération notamment entre les transporteurs et les donneurs d'ordre, qu'ils soient chargeurs ou commissionnaires. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous, l'ADEME, on met à disposition, alors l'ADEME avec l'ensemble des organisations professionnelles du transport, FNTR, TLF, FNTV, OTRE, CGI aussi, on met à disposition un programme, le programme EVE, qui a justement pour but d'accompagner les acteurs de la chaîne dans le cadre de la mise en œuvre de démarches volontaires d'amélioration de leur performance environnementale. Tout à fait. Et le label objectif CO2 dans tout ça? Alors, c'est une brique. En fait, EVE, c'est composé de plusieurs dispositifs. EVE, c'est composé d'un dispositif qui est dédié aux transporteurs routiers, c'est objectif CO2, un dispositif qui est dédié aux commissionnaires, VCOM, et un dispositif qui est dédié aux chargeurs, c'est Fret 21. Tout ça, c'est des dispositifs d'engagement volontaire structurés un peu de la même manière, c'est-à-dire que chaque acteur va s'engager à mettre en œuvre au sein de leurs organisations va s'engager à mettre en œuvre des actions pour améliorer sa performance environnementale. Et en fait, on comprend qu'au fur et à mesure des engagements, de la mise en œuvre de ces actions, les acteurs ils vont atteindre un niveau de performance environnementale de plus en plus élevé. Et donc justement, pour reconnaître, et un petit peu arriver au bout quand on arrive un petit peu à l'asymptote, pour reconnaître l'atteinte d'un haut niveau de performance environnementale, on a créé le label Objectif CO2, qui est là justement présent pour reconnaître l'atteinte d'un haut niveau de performance environnementale. D'accord. Donc pour tous les patrons qui nous écoutent, vous pouvez aller toquer à la porte des directions régionales de l'ADEME, c'est ça? Alors, on travaille, on a toute une organisation. Le premier maillon, la première force de cette organisation, c'est les fédérations professionnelles. D'accord. Donc, qui sont là pour sensibiliser, pour informer, et ensuite, il y aura tout un accompagnement technique qui sera mis en œuvre. En tout cas, voilà, nous, on travaille pour remettre en œuvre ce dispositif-là sur une nouvelle période. Donc, c'est en cours et ça devrait bientôt pouvoir se mettre en œuvre. Ok, super. Eh ben, merci pour ces éléments extrêmement clairs. Effectivement, hein, vous verrez, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site de la charte Objectif CO2, il y a des fiches actions qui sont extrêmement concrètes et très intéressantes avec lesquelles vous pouvez tout de suite démarrer. Voilà. Bon, alors merci à tous pour cette première partie. On a bien cerné les enjeux. Je pense que vous avez senti l'enjeu lié aux donneurs d'ordre, évidemment. Il y a aussi une réalité un peu plus froide, c'est celle de la réglementation qui évolue sérieusement pour encadrer les émissions de CO2 de la filière. Il y a tout ce volet de réglementation incitatif et c'est tant mieux. On ne va pas le détailler aujourd'hui parce que malheureusement, il nous faudrait bien plus de temps que 45 minutes. Mais il y a évidemment les dispositifs de suramortissement, les cartes grises quasi gratuites. Je ne vais pas faire la liste. Il y a une réglementation, en revanche, qui est beaucoup plus coercitive, qui arrive très vite, à grand train. S'il ne fallait n'en citer qu'une, c'est évidemment les ZFE, donc les zones à faible émission, qui sont en train de se développer de manière exponentielle. C'est vrai en France, c'est vrai partout en Europe. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va rentrer vraiment très concrètement dans les solutions. On va vraiment se parler TCO. Alors, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. TCO, c'est Total Cost of Ownership. On va garder cette approche TCO, c'est-à-dire coût de possession, parce que finalement, c'est évidemment la clé de décision et on en a bien conscience. Donc, on va tout de suite démarrer. Je reviens vers vous, Clément.
Parlons un peu motorisation GNV, donc GNC ou GNL, les deux, hein, évidemment. J'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est, on a le sentiment que c'est donc la technologie qui est la plus mature, notamment grâce à un réseau d'avitaillement qui semble conséquent. Moi, je veux vous entendre quand même sur ce point parce qu'on entend encore quelques conducteurs qui témoignent de 2 heures de queue pour faire un plein. Donc voilà, je veux quand même vous entendre sur ce réseau-là. Et ensuite, je voudrais vraiment que vous nous donniez, décomposez-nous le TCO de l'acquisition d'une motorisation tracteur, par exemple GNV, si possible en faisant la distinction petit rouleur, gros rouleur. D'accord. Alors, sur les stations d'abord, c'est vrai que quelqu'un comme moi qui est dans le GNV depuis 2001, on a vu une fantastique amélioration qui a démarré à partir de 2015. Donc, grosso modo, le GNV avait démarré avant. En 20 ans, on a eu 14 stations. L'année dernière, on en a eu une soixantaine et cette année, on en entend 100. Donc, la croissance du parc est très intéressante. On a une des meilleures croissances en France. Elle se base sur du gaz réseau et du gaz porté, ce qui est assez unique en Europe. Et donc, il faut vraiment s'en réjouir. Le GNV, c'est aussi un succès français. On reste le premier pays en Europe. Mais évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas les 80 ans du diesel et les milliers de stations qu'a le réseau diesel. Mais on peut déjà dire une chose qui n'était pas du tout évidente quand on s'est lancé en pionnier avec Philippe il y a 6 ans, c'est qu'il y a 6 ans, il n'y avait aucune station. Il fallait aller dans les dépôts de bonnes ordures ménagères avec toutes les contraintes que ça pose. Et heureusement qu'on a eu des gens bienveillants qui nous ont ouvert les portes pour aller charger des tracteurs qui ne pouvaient même pas tourner dedans avec leur semi-remorque. Donc ça, c'était l'époque des pionniers. Aujourd'hui, on a des belles stations qui sont toutes faites pour des poids lourds, qui savent aussi servir des utilitaires, voire des véhicules légers. Donc, on a fait un énorme progrès en avant et ça va continuer. Aujourd'hui, il y a 3 types de croissance qui sont très intéressantes. La plus petite, c'est la croissance du marché, plus petite entre guillemets, parce que le marché croît de 25 à 30% chaque année, ce qui est un très beau chiffre. La croissance des stations, c'est plutôt 50% en ce moment. Donc, il y a un effort très intéressant et c'est de l'argent privé. C'est bien de le dire aussi, même si l'ADEME a beaucoup aidé avec des appels d'offres qui ont permis de faire décoller en aidant les transporteurs en fait qui allaient s'avitailler sur ces nouvelles stations. Ensuite, on a la croissance de la méthanisation parce que l'avenir, il est là, il est de sortir du fossile et aller vers le bio. Et cette croissance, elle est de 100%. En double d'une année sur l'autre en ce moment. Donc on a la meilleure croissance en Europe. Donc c'est vraiment un écosystème très intéressant qui s'est mis en place et il faut vraiment s'en féliciter. Tout à fait. Donc voilà, ici ou là, on va encore trouver de la queue. C'est notamment vrai en Île-de-France où on a le premier marché. Vous savez que la France, j'ai vu des chiffres récemment, je ne savais pas. 2% du territoire français, 30% de l'activité économique. Donc on comprend que c'est difficile d'avoir assez de stations avec le problème de foncier que ça crée. Mais les choses vont dans le bon sens. Le TCO maintenant. Donc le TCO, il est très facile à comprendre sur un véhicule gaz. Tout est plus cher sauf le carburant. Donc le véhicule est plus cher, de l'ordre de 25 à 40%. C'est plus cher en GNL qu'en GNC, parce que les réservoirs cryogéniques sont plus chers que les réservoirs simple paroi en acier. C'est les réservoirs sous vide, hein, ça vient du médical. On a, ou de l'aérospatial, si on monte un peu plus loin. On a une maintenance qui est aussi plus chère, puisqu'on a des fréquences de maintenance qui sont moins longues qu'en diesel et des opérations en plus. Donc ça, c'est pour la partie négative. Pour la partie positive, on a un carburant qui est moins cher. Il est moins cher en fossile, il est aussi légèrement moins cher en bio, ce qui est intéressant. Et donc, on peut avoir un équilibre. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que, pour un transporteur, lui, il n'a qu'un seul coût. Il ne peut pas en avoir deux. Parce que pour aller de A à B, si c'est 1 euro du kilomètre, ça ne peut pas être 1,20 €. Parce qu'à 1,03 €, et je pense que Philippe ne nous dira pas le contraire, il est hors marché. Et donc, c'est terminé. Donc, il faut absolument que la solution arrive au coût de celle qu'elle remplace, soit qu'il y ait des aides pour faire la différence. Et en gaz, c'est une question de kilomètres. Ouais. Si on roule beaucoup, on arrive à un équilibre, mais cela n'enlève pas qu'au départ, il a fallu quand même sortir 20, 30, 40% de plus.
Et ça peut être un frein. On est un des rares pays d'Europe qui n'a pas d'aide à l'achat. On a une aide fiscale, mais qui s'étale dans le temps. Par contre, quand il faut aller chercher de l'argent à la banque, il va falloir chercher 30-40% en plus. Et après, on a les petits rouleurs. Et des fois, on ne choisit pas. Ouais. Mission urbaine, c'est imposé. Et là, effectivement, c'est plus difficile de trouver une rentabilité. Il va falloir accepter de garder les véhicules plus longtemps. Et dans certains cas, on n'y arrive pas parce que le gain sur la consommation n'arrive pas à compenser totalement le coût du véhicule. Ok, donc quand vous dites grand rouleur, c'est quoi, 120 000 km par an? Ça dépend un peu de la technologie, mais en GNC, ça se passe généralement entre 100 et 110 000 km par an pour peu qu'on accepte de garder le véhicule 5 à 6 ans, ce qui est déjà plus long qu'un véhicule diesel. C'est souvent 3 à 4 ans. Et en GNL, avec le surcoût, il faut 120 000 km et plus pour se retrouver dans les mêmes durées à l'équilibre. D'accord. Ça reste une technologie qui est aujourd'hui disponible pour tout type d'usage, tout type de gabarit. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que cette technologie, c'est presque tout faire. Déjà, c'est une solution globale parce qu'elle va traiter les problèmes d'émissions de CO2, mais également les particules, les émissions de dioxyde d'azote et le bruit. Après, elle sait presque tout faire en termes de gabarit. On va avoir des véhicules transport de marchandises qui vont commencer à 2,5 tonnes et aujourd'hui, on monte jusqu'à 50 tonnes. Donc, on a la première classe exceptionnelle. Voilà, on va pas faire les 70 tonnes. Il nous manque encore quelques camions de TP. Mais si on regarde en termes de consommation d'énergie, on fait facilement 95% du besoin en transport et par là même de la consommation d'énergie en France. Donc c'est vraiment un outil de transition énergétique qui est très puissant parce que les gammes se sont développées depuis 25 ans et maintenant le réseau, l'énergie verte, donc on peut faire énormément avec cette technologie. Ok, merci pour cet éclairage. Donc voilà, l'approche TCO est extrêmement importante. Donc l'outil de l'ADEME sera disponible en juin, je crois, en open source. Donc ça va aider chacun d'entre vous dans cette approche-là. Philippe, moi je voulais avoir votre petit retour d'expérience sur le GNV et puis pourquoi pas particulièrement le retour de vos chauffeurs et de vos chefs d'atelier. J'en ai un petit peu parlé. Aujourd'hui, chez P&O, c'est rentré dans les mœurs. Voilà. On est sans doute la première flotte européenne à avoir des véhicules au gaz. Et puis, comme moi j'adore un peu l'innovation, ils savent que je suis capable de les amener vers des technologies un peu particulières. Alors, est-ce que mes 7000 salariés adhèrent? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, un certain nombre. Sur les ateliers, on s'appuie sur notre partenaire Iveco par rapport à ça. On construit, on apprend un peu en marchant. C'est ce que je vous disais précédemment. Il y a eu des écueils. On essaye de les gommer au fur et à mesure. Aujourd'hui, cette technologie est mature. Ce qui n'est pas mature, c'est les infrastructures, mais c'est normal. C'est encore récent. Clément le répétait, le diesel a plus de 80 ans. Le gaz, ça, alors que c'est mature, mais enfin, c'est aujourd'hui en place que depuis 5 à 6 ans. Donc, on apprend un petit peu en marchant. Ce qui est clair, c'est que les constructeurs ont fait énormément d'efforts, puisque moi, les premiers véhicules faisaient 330 chevaux. Aujourd'hui, on est sur des gammes de véhicules qui sont identiques au diesel. L'autonomie qui a été à un moment un peu le fer de lance des anti-gaz, c'est plus un débat. On a une autonomie quasiment identique à des véhicules diesel standard. Après, je reprends ce que disait aussi Yann, c'est-à-dire que c'est par mission. Voilà, sur des zones urbaines, le gaz, alors il y a cette contrainte, c'est qu'on fait peu de kilomètres, mais ça permet de répondre. Je répète, les véhicules gaz font 2 fois moins de bruit qu'un véhicule diesel. Donc, ça répond quand même à la nuisance sonore, qui est un élément important, et aussi atmosphérique. On répond à cette équation à 2 inconnus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on s'installe un peu dans le temps. Donc, il faut un peu de visibilité. Mais on sait que le côté coercitif va arriver. Et tant mieux. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui disent mettons de la contrainte, parce que c'est comme ça que la nature humaine est ainsi faite. C'est sous la contrainte qu'on trouve des solutions. On ne peut pas faire autrement. Ça nous obligera, et les uns et les autres, de se mettre autour de la table et de dire comment on fait. Parce que on va être contraint, c'est très clair. Après, quand on parle du prix du gaz aujourd'hui, il faut savoir que le gaz,
effectivement, est intéressant, enfin, parce qu'il n'y a pas de taxe, ou il est moins taxé que le diesel. Donc, attention, demain, si on veut en parallèle suivre ça, voir comment on peut avancer. Et le dernier point, mais bon, de temps en temps, je suis un brin provocateur, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas non plus aller chercher des solutions parce que nous avons des aides, parce que l'État nous accompagne. Bien entendu, ils sont dans leur rôle. Bien entendu, on n'est pas ennemi de nos intérêts. Mais c'est notre rôle de dirigeant d'apporter, de trouver des solutions pour que notre entreprise ait une vision et un peu de pérennité et puis soit là un peu un rôle aussi citoyen. Donc tout ça doit nous permettre de trouver des solutions. Et je finis donc pour le personnel. Pour nous, enfin, je répète, c'est de la formation, c'est la conduite du changement, enfin, comme tout. Voilà, enfin, c'est comme quand vous mettez à l'atelier un ERP. Bon, voilà, quand vous demandez au chef d'atelier d'aller saisir, bah, ça s'accompagne un peu de changement et il faut être là pour expliquer pourquoi et donner du sens à tout ça. Mais je répète, hein, c'est très fédérateur. Quand vous expliquez à vos salariés ce que vous faites et pourquoi vous le faites, bah, ils se rendent compte qu'il y a un intérêt. Voilà, c'est presque un intérêt général. Donc, en général, ils adhèrent. J'ai pas trop de freins par rapport à ça. Plus que sur la saisie. Là, voilà, j'ai un peu plus de difficultés. Ok, effectivement. Alors, on switch de techno. Sur l'électrique, Philippe, je crois que vous avez 2 tracteurs électriques. Vous utilisez l'électrique pour quel usage? Alors, c'est des porteurs, ce ne sont pas des tracteurs. D'accord. C'est pour des missions très urbaines. Voilà. Bon, il y en a un qui est en place depuis à peu près 6-8 mois et le deuxième depuis le début de l'année. Bon, écoutez, alors c'est magique, voilà, parce que c'est vrai que alors là, il y a vraiment aucune nuisance sonore. Au niveau atmosphérique, du puits à la roue ou du berceau qu'au cercueil, là, je suis un peu moins enthousiaste, mais bon, on verra, parce que les pouvoirs publics ont quand même embrassé la fée électrique pendant de nombreuses années en pensant que c'était la solution, mais moi, j'en suis pas certain. Après, il y a un problème de pertinence opérationnelle, c'est que clairement l'autonomie elle est quand même relativement limitée. Voilà. Et puis quand vous tombez en panne avec un camion électrique, voilà, on peut pas le dépanner avec une prise. Hein. Donc c'est du vécu, c'est un peu compliqué, donc il faut en tenir compte. Et aujourd'hui, au niveau économique, il n'y a aucune pertinence. Voilà. Donc bon, ça marche pour l'instant hein, sur des missions très urbaines, voilà, clairement. Hein, c'est pour des missions très urbaines. Je suis sur du 26 tonnes, donc on est quand même sur des tonnages conséquents. Donc voilà. Après, la pertinence économique, elle n'est pas là. Je pense qu'elle viendra avec le nombre hein, aujourd'hui. C'est une alternative. Maintenant, est-ce que c'est mature? Bon. Alors, voilà. Peut-être pas sur les gros tonnages, mais justement, Yann, vous allez peut-être nous éclairer sur les vulnes notamment. Donc, effectivement, la pertinence économique, monsieur Givonne, Philippe, pardon, en témoigne. Elle n'est pas encore là parce qu'on n'est pas encore sur une échelle aussi mature que le GNV. Sur quels usages, Yann, on a un TCO qui devient acceptable pour l'électrique? Sur quel gabarit? Alors peut-être, toujours avant de répondre à votre question, je le ferai. Allez-y. Je remercie M. Givonne pour son approche très RSE, très positive. Vous parliez tout à l'heure de coercition, je veux rappeler déjà l'état d'urgence climatique, hein, donc ça je pense qu'on l'a tous en tête. Il est plus temps de penser et de faire. Le réchauffement climatique, c'est maintenant. Et puis, pour tout ce qui est polluant atmosphérique, je rappelle que, alors là, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais je crois que c'est plus quand même 40 000 décès qui sont induits par les émissions de particules. Alors, globalement, hein, pas seulement transport, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, il faut aussi agir, d'où les démarches de ZFE, d'où les démarches de réglementation plus globales qui vont aussi pousser les constructeurs d'ailleurs avec des niveaux des réductions des émissions de CO2 de l'organe de véhicule à faire du véhicule zéro émission. Donc voilà, je pense que, en tout cas, il y a vraiment, moi je suis toujours, je trouve vraiment l'intervention de M. Givonne tout à fait positive sur cette démarche, voilà, de pouvoir avancer et innover pour répondre à ces enjeux.
Donc après, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de technologie, hein, en mon sens, globalement, qui peut répondre à tous les usages. D'ailleurs, nous, dans les mesures qu'on a faites, hein, sur le gaz, il faut faire attention parce que autant c'est vraiment une solution hyper pertinente sur du roulage, sur du roulage fluide, on va dire, ça le devient moins quand on est justement en urbain avec des redémarrages, de la congestion, tout ça. Donc, voilà. Après, effectivement, une solution qui peut être pertinente en environnement urbain pour des VUL, c'est tout à fait l'électrique. Donc j'ai pas les chiffres en tête de TCO, mais on voit quand même se développer, même si, là encore, ce que disait monsieur Givonne est tout à fait juste. Il faut que le nombre de véhicules se développe pour qu'on arrive à baisser les coûts des véhicules et obtenir un TCO qui soit complètement viable opérationnellement parlant. Tout à fait. Pour terminer sur les solutions, hein, il y a deux solutions qui nous restent à aborder rapidement. La première qui semble en pleine inflation en ce moment en France, c'est l'utilisation de biocarburants, de B100 notamment, ou de HVO. Yann, du coup, sur cette solution, est-ce que vous pensez que c'est à court terme une solution tout à fait pertinente? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur les éventuels coûts d'adaptation des flottes? Alors, on a fait des tests à l'ADEME sur justement des tests ce qu'on appelle des tests de caractérisation pour mesurer un peu les émissions des véhicules. On a fait des tests sur un camion de mémoire porteur 26 tonnes. Alors, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'il n'y avait pas de gain particulier par rapport au diesel sur les émissions de polluants réglementés, c'est-à-dire sur les NOx. On n'a pas fait de mesure particules parce que ça devient vraiment compliqué, trop complexe. Enfin, faut vraiment mettre en œuvre des dispositifs très poussés pour pouvoir mesurer maintenant les particules qui sortent des moteurs. Sur le CO2, à l'usage, ça reste quand même très proche du diesel. Je dis bien à l'usage. En revanche, si on reste sur une approche ACV, comme le dit le premier intervenant, on est quand même sur des gains très positifs, que ce soit sur colza, huiles usagées. Voilà. En revanche, une dernière chose qu'on a mesurée, c'est qu'il y avait aussi des gains sur les émissions non réglementées. Ce que j'ai en tête, c'est typiquement le benzène, les HAP, et donc ça, c'est aussi important. Alors, le B100, ça n'induit pas de modification du véhicule, c'est quelque chose de simple, hein, il faut juste que ce soit sous garantie, c'est une cuve qui est à côté de la cuve diesel. Voilà, il reste sur l'usage des biocarburants quand même cette question de l'utilisation, alors là, par exemple du colza, mais d'une manière générale de tout ce qui est biocarburant, soit pour l'alimentation, soit en tant que carburant, c'est une question dont il faut faire le bilan. Après, il faut voir aussi en fonction de ce qui est importé et ce qui est produit localement en France. Tout à fait, effectivement, on conserve cette approche du berceau à la tombe, effectivement, pour nous éclairer sur ce sujet biocarburant. Alors, juste éclairez-moi, on reste sur un critère 2 quand on utilise des biocarburants? Alors là, j'ai pas l'information. Il me semble que oui, monsieur. Je peux vous confirmer Ouais, tout à qu'aujourd'hui, fait. on est bien critère 2 pour ce qu'a dit monsieur Tréméac, c'est-à-dire les critères, c'est pas du CO2, c'est la qualité de l'air en ville et ce sont pas des solutions, notamment le B100 ester, n'améliore pas les émissions de NOx, il les dégrade même très légèrement. Pour terminer sur un nouvel Eldorado, une nouvelle face nord, Philippe, donc vous démarrez l'aventure hydrogène, je crois? Enfin, je démarre, oui, enfin, je suis dans des projets, entre autres avec Clément. Voilà, c'est mon côté un peu curieux qui m'attire vers cette technologie. Voilà. Non, après, bon, c'est pas du tout mature. Hein. Ouais. Enfin, faut dire les choses. Enfin, c'est pas du tout mature. Il y a un problème d'avitaillement. Et puis, enfin, la partie technique, hein, la caution technique, c'est Clément, donc je le laisserai intervenir là-dessus, mais ou Yann. Mais après, voilà, comment on produit l'hydrogène? Voilà, moi, c'est ce qui exactement. m'intéresse aussi, Tout à parce fait. que si c'est pour aller vers une nouvelle technologie, parce que c'est nouveau, mais que derrière, finalement, les gains sont voilà, hein, le remède est pire que le mal, ça me gêne. C'est comme le B100 où on utilise de la terre arabe pour voilà. Ouais. Bon, il Oui, faut bien quand sûr. même tout regarder à un moment. Ouais. Et puis pas non plus trop ouvrir les spectres, hein, parce que vous savez, les technologies nouvelles, c'est le nombre. Et puis c'est aussi le second marché qui permet à un moment de faire baisser les prix.
de ces véhicules. Donc, si on ouvre le spectre un peu trop large, à un moment, on aura N technologies qui seront pas ou matures ou qui n'arriveront pas à un équilibre économique. Et comme dans le transport, le diable se niche dans le détail, on est quand même, nous, sur le fil du rasoir, il faut qu'on ait quand même des solutions pertinentes et qui créent de la valeur, tout à fait. Ajoutée dans nos entreprises. Donc en fait, on est collectivement d'accord, je pense, pour attendre pour concéder qu'on attend la mise à l'échelle. Juste en 3 mots, en attendant cette mise à l'échelle, Yann, c'est quoi un hydrogène décarboné? Là encore, ce que dit M. Givonne est très juste. Il faut faire attention. Alors, l'hydrogène, non, ça reste encore, je suis tout à fait d'accord, en phase de développement technologique. Il n'y a pas d'offre constructeurs à l'heure actuelle, sauf quelques constructeurs, et on anticipe qu'il y ait dans 2-3 ans, on va dire, des premiers véhicules qui se développent. Certains d'ailleurs constructeurs ne se positionneront pas, en tout cas c'est ce qu'ils disent à l'heure actuelle sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas d'émissions à l'échappement, mais la part amont, toujours dans cette approche perso à la tombe, peut être extrêmement émettrice. Un hydrogène vert, c'est un hydrogène dont l'électrolyse sera réalisée sur le site même, c'est l'idéal. Typiquement à partir de NR, de production par exemple photovoltaïque. Le vaporéformage, c'est adossé à du transport de l'hydrogène. Pour le coup, en termes de bilan environnemental, c'est catastrophique. Donc, il ne faut pas se diriger vers ce type de production, mais bien sur une production favorisant, je dirais, les circuits courts, donc le moins de transport possible pour l'hydrogène, et de la production à partir d'ENR. Voilà. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, un grand merci, messieurs, pour tous ces témoignages. On arrive à la fin de nos 45 minutes, donc je vais conclure cette session, même si on a envie de continuer cet échange, mais je suis sûre qu'on va le faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc bref, vous avez entendu tous nos intervenants que je remercie vraiment chaleureusement pour leur participation et tout leur investissement à nos côtés. Donc vous l'avez entendu, hein, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il faut sortir du dogmatisme. Il n'y a pas une solution, mais plusieurs, dépendantes des usages, évidemment. L'horizon qu'on se donne est assez court. Donc certes, il y a quelques complexités, mais il faut y aller, l'urgence elle est là, on l'a aussi rappelé au cours de cette table ronde. Voilà, on vous fait confiance. Ce qui est important, c'est de se dire aussi que c'est OK avec la démarche incrémentale, c'est OK pour les petits pas. Et rappelez-vous aussi que, comme vous le voyez, vos pères ne l'ont pas fait tout seuls. Donc voilà, c'est un enjeu de filière. Donc merci à tous. Je pense qu'on se revoit dans 6 mois au Big. Il nous reste 1 minute. À tous les 3, j'ai envie de vous poser une question. On se revoit dans 6 mois au Big. Vous souhaitez quoi à la filière? On se redit quoi dans 6 mois? Je commence avec Philippe. En une phrase. Voilà, qu'on soit dans la même dynamique. Clément? Qu'on soit dans la même dynamique. Pareil, on a un projet qui a démarré en France, dont on peut être fier, qui a donné envie à l'Europe de nous suivre. Donc, soyons fiers pour une fois, j'ai envie de dire. Parfait. Et Yann, mot de la fin? En mot de la fin, la filière fait déjà beaucoup de choses, les transporteurs font déjà beaucoup de choses. Étant donné l'urgence, je pense qu'il faut encore faire plus, il faut faire plus vite. Eh bien, merci à tous les 3. Restez en ligne à vous tous. Il y a d'autres ateliers focus qui se poursuivent. Et surtout, rendez-vous à 14h pour l'acte E.